Bien, écoutez, le thème que j'avais à traiter dans le cadre de la réflexion sur les multinationales en France était celui de la nationalité d'entreprise. Alors, la nationalité d'entreprise, c'est en fait un mot ou un concept qui, un peu comme celui de politique industrielle, je les rattacherai volontiers, a perdu beaucoup de sa signification. En tout cas, on pense généralement que ça a perdu beaucoup de signification parce que, au fond, on a le sentiment que des entreprises sont mondiales et l'idée qu'une entreprise mondiale s'oppose à l'idée qu'une entreprise a une nationalité, elle est considérée comme étant répartie autant dans ses lieux de production, de localisation, son capital est souvent très dispersé et j'allais dire même ces équipes dirigeantes sont composées de femmes et d'hommes qui viennent d'un peu partout. Donc, nationalité d'entreprise, terme qui paraît du passé, une fois de plus comme celui de politique industrielle, et pourtant, j'ai essayé de montrer que c'est tout à fait essentiel de comprendre ce qu'il en est. Alors, il y a deux constats à faire. Le premier constat, c'est que si ça a perdu beaucoup de sa force comme concept, c'est puisque la théorie du commerce international en économie a très largement modifié ses conclusions. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait la théorie ricardienne, il y avait une répartition des activités en fonction des avantages comparatifs des pays. Et c'était assez simple et ça nous amenait au fond à penser que le monde était partagé entre des gens qui avaient beaucoup de capital et du travail qualifié, d'autres qui avaient peu du travail non qualifié et moins de capital, qu'au fond tout ça s'organisait nord-sud, vous vous souvenez de ça, des expressions du passé. Et puis la théorie et la réalité qui était le soubassement de cette théorie, ont montré que cette conception des relations économiques internationales allait se modifier, ou s'était modifiée parce que les entreprises qui portaient ces productions elles-mêmes avaient une chaîne de valeur et que cette chaîne de valeur était répartie dans le monde avec, au fond, une manière de répartir cette chaîne de valeur qui n'était pas aussi aisément repérable que on pensait précédemment. Et au fond, cette idée des avantages comparatifs a progressivement décliné jusqu'au point où aujourd'hui, les pays de l'OCDE ont le sentiment qu'ils ne sont plus ou ils ne seront plus leaders dans aucun des domaines, ni là où il y avait besoin de beaucoup de capital, ni où il y avait besoin de travail qualifié, tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que les pays émergents qui jusqu'alors étaient cantonnés finalement à des productions moins valorisantes, désormais peuvent faire aussi bien des centrales nucléaires que des avions très élaborés de passagers. Donc cette théorie s'est un peu dispersée et au moment même où elle s'est dispersée, l'idée que ce qui était sous-jacent permettait la production, c'est les entreprises elles-mêmes, avaient au fond perdu de leur identité. Là aussi, on est passé du concept de firme multinationale, comme le développait il y a une vingtaine d'années un économiste comme Charles-Albert Michalet, avec un centre qui était très souvent américain à l'époque et qui s'installait partout, mais avec une idée qu'il s'agissait plutôt j'allais dire, d'entreprises qui étaient reliées au centre. Tout ça a disparu pour donner cette idée aussi de répartition d'entreprises qui désormais peuvent avoir un centre un peu partout. Alors, quand on a ça, quand on pense ça, c'est très ennuyeux pour les politiques économiques. Parce que, évidemment, lorsque j'évoquais tout à l'heure le lien entre politique industrielle ou politique économique et entreprise nationale, il y avait l'idée qu'une partie de la politique industrielle était en sous-jacent, venait aider les entreprises nationales. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas penser raisonnablement qu'un pays X va aller soutenir des entreprises dont la nationalité ou la non-nationalité les amène à être plutôt productives dans d'autres pays. Donc ce couple qui semblait avoir disparu, en fait, n'a jamais disparu parce que l'évidence se fait. Qui pourrait penser raisonnablement que Siemens n'est pas allemand, que Renault n'est pas français, que Microsoft n'est pas américain, que toute la technologie de l'information et de la communication n'est pas américaine, ou que
les grandes entreprises publiques ou privées, chinoises, russes, les Gazprom, enfin on peut imaginer absolument tous les secteurs d'activité, ne sont pas marqués par en réalité une véritable nationalité. Alors lorsqu'on a dit ça, on a opposé la théorie à l'évidence. L'évidence, c'est celle que ça continue à exister, c'est-à-dire qu'au fond, la théorie ne rend pas compte tout à fait de la réalité, pas plus d'ailleurs qu'elle ne rend compte de la réalité des rapports de force entre les pays. On a le sentiment qu'il y a un marché mondial, unique. La vie et la réalité montrent que les choses ne sont pas aussi simples. Quand on repart sur cette nationalité de l'entreprise, on est obligé à ce moment-là de rebâtir une sorte de théorie en prenant des critères qui permettent de définir ce qu'elle est, cette nationalité. Et dans le papier de ce livre, j'en ai pris 5 qui sont au fond chacun de ces critères un des éléments constitutifs d'un puzzle qui permettrait de représenter l'entreprise X et de lui donner sa nationalité. La première, c'est la nature de la production. Il y a des entreprises qui fabriquent des commodities, qui sont donc très indifférenciées dans le monde. Et au fond, celles-là sont peut-être moins que d'autres sensibles au lieu où elles produisent. Et puis, il y a des entreprises qui sont très marquées par leur marque, par la nature des produits qu'elles fabriquent, qui les différencient. Et c'est très clair que, par exemple, on peut difficilement imaginer que L'Oréal ne soit pas une entreprise, parce qu'elle est encore française, mais en tout cas européenne, ou que Nestlé ne soit pas une entreprise agroalimentaire suisse. La localisation, c'est évidemment l'endroit où on produit. Et là, on se trouve tout de suite confronté à la nature de la répartition de la valeur. S'il s'agit de production banalisée, eh bien, on aura tendance à considérer que la production, au fond, est moins importante, la localisation, parce qu'elle est proche du marché. Si on regarde plus précisément, et on s'intéresse plus précisément à la recherche-développement, au marketing, enfin tout ce qui, au fond, fait la stratégie de l'entreprise, on a tendance à considérer qu'elle se rapproche de ce que pourrait être son centre de nationalité. Et lorsque je reprends l'exemple de la technologie américaine la plus poussée, c'est-à-dire des boîtes comme Dell, comme Microsoft ou comme Google, chacun sait que le cœur de leur localisation, au sens de leur stratégie de production, de la nature même de leur recherche, se fait aux États-Unis, ne se fait évidemment pas dans des lieux répartis dans le monde, même si leurs marchés sont très répartis. Le quatrième critère, c'est celui du capital. C'est le plus compliqué parce que, en fait, lorsqu'on regarde, par exemple, le CAC 40, on s'aperçoit que son capital est évidemment très, très dispersé, même si la dispersion et dispersion par nationalité se recanalise à travers des places financières qui conservent, elles, des forces et des réalités très importantes, et que, pour le cas des entreprises du CAC 40, elles sont très liées à la place financière de Paris, en tous les cas de manière majoritaire. Donc, on peut avoir une entreprise qui se trouve, je ne sais pas moi, comme Alcatel-Lucent, se trouve être réellement une entreprise, en tout cas binationale, et pourtant voir que même si elle est cotée à Paris et à New York, elle conserve quand même une large partie de sa structuration qui est plutôt du côté français. Alors, on s'approche de plus en plus de critères qui sont des critères, au fond, qui permettent de reconstruire le concept. Alors celui qui suit est évidemment plus important, c'est la culture de l'entreprise, c'est-à-dire au fond, quelles sont les valeurs que porte l'entreprise, et puis très souvent, quelle est la nature de la nationalité de ses dirigeants.
Alors, beaucoup d'entreprises dans le monde aujourd'hui ont tendance, notamment dans leur conseil d'administration, à avoir des conseils d'administration qui sont extraordinairement éparpillés en termes de nationalité. Mais quand on regarde bien de près, Allianz conserve un conseil d'administration qui est très largement allemand, et c'est vrai pour chacune des entreprises. Et là, on commence à toucher ce qui est, au fond, la réalité du pouvoir, la culture de l'entreprise, la manière dont elle va essayer de se développer, les valeurs qu'elle porte, le goût qu'elle a pour la technologie, le développement de tel ou tel type de produit, tout ça, la relation entre le management et les salariés, tout ça fait partie d'un univers qui est quand même, lui, beaucoup plus estampillé du pays. Et puis, le dernier critère qui permet de définir tout ça, c'est évidemment le critère des rapports avec l'État considérés. Et lorsque l'on regarde bien, ou plus généralement d'ailleurs avec les institutions du pays considéré, c'est-à-dire, chacun sait que les grandes entreprises allemandes, entre guillemets, chassent en meute, c'est-à-dire qu'elles entraînent avec elles beaucoup de petites et moyennes entreprises allemandes. Ce qu'on appelle le biais, c'est une sorte de biais. Enfin, moi, je ne trouve pas que c'est du tout que ce soit un biais, mais c'est parce que ça a un caractère péjoratif. Mais c'est l'idée que, au fond, les entreprises défendent les salariés du pays qui est le leur. Et c'est une forme d'intervention, mais la relation avec les pouvoirs publics est évidemment très importante. Elle joue un rôle majeur parce que derrière tout ça, c'est évidemment le droit du travail, c'est la manière dont les salariés sont considérés dans une entreprise. Enfin, c'est tout ce qui touche à la réalité de la vie. Et ce dernier critère est peut-être le critère le plus important. Lorsque on dit souvent telle ou telle entreprise, tout ça, c'est des concepts du passé. J'ai toujours envie de poser la question suivante. Si vous êtes licencié par une entreprise, est-ce que vous souhaitez plutôt aller défiler dans le 8e arrondissement, s'il s'agit d'une entreprise française, ou aller dans l'Oregon exprimer votre mécontentement? La réponse est évidente. Et donc, elle est, je dirais, dans la relation la plus forte, la plus intime qu'une entreprise peut avoir avec son pays d'origine. Quand on a dit ça, on peut alors se demander à quoi ça sert. Ça sert évidemment à dire que si il y a bien ce lien fort entre l'entreprise et sa nationalité, il y a donc un lien fort entre l'entreprise et les salariés du pays considéré, avec les autres. Il y a un lien fort avec les valeurs qui sont développées. Et donc, il est assez légitime que des politiques publiques soient là pour essayer de les pousser, les développer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé de manière assez paradoxale dans notre pays, puisque lorsque on regarde les résultats des politiques industrielles menées ou politiques économiques menées en France depuis, disons, un demi-siècle, peut-être un peu moins, 40 ans, on s'aperçoit que les résultats ont été moyens, on donnerait tout juste la moyenne, sauf sur un sujet qui est celui du nombre d'entreprises françaises qui sont, au sens des critères que j'ai utilisés, le nombre d'entreprises françaises qui sont dans les 500 grandes entreprises mondiales. On s'aperçoit qu'elles sont au nombre de mémoire, je crois, d'un peu moins de 40, 39, et que sur ce plan-là, la France est le deuxième pays au monde en termes de nombre d'entreprises dans les 500 premières, et surtout que nous avons en gros 8% des entreprises, disons des grandes entreprises mondiales, qui sont françaises, alors que la part du PIB français dans le PIB mondial est de un peu plus de la moitié, mais très légèrement plus de la moitié, pas très loin de 4%. Donc c'est un succès, et c'est un succès qu'il faut souligner, et dont l'origine est multiple. Il est le goût de la technologie, il est les grands programmes, l'alliance intime que l'État a pu avoir sous différentes formes avec les grandes entreprises, avec ce que ça va être bien et de moins bien, avec l'idée qu'il y a eu des politiques industrielles qui ont été dans d'autres domaines moins favorables, mais qui dans ce domaine-là ont été assez efficaces, et qui finalement permettent d'aboutir à ce résultat-là. Paradoxe, je disais tout à l'heure, c'est le fait que, au fond, quand on regarde bien le CAC 40, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises ont bénéficié des nationalisations des années 81,
qui ont été tant décriées, mais qui finalement ont maintenu, malheureusement pas la malheureuse entreprise Péchinet, sous la rubrique il n'y a pas de nationalité d'entreprise, on voit ce que ça donne, mais beaucoup d'entreprises qui ont été, au fond, j'allais dire, poussées, recapitalisées à l'époque et reprivatisées par la suite. Voilà ce qu'on peut dire sur la nationalité d'entreprise. Je dois reconnaître que j'ai été vraiment un petit peu long, mais il ne faut pas me lancer sur des sujets que je considère comme importants. Voilà.